bonsoir, bonsoir. Nous attendons Luis Alejandro Cuellar qui vient d'arriver pour l'Insta Live trajectoire de ce soir. Luis dans le salon. Hello. Ça va? Ça va et toi? Attends, je monte un peu la caméra parce que, voilà. On te verra mieux. Presque en entier. Ouais, bon, parce que c'est un peu comme... Bon, là, c'est mieux. Tu es très bien. Tu as un joli fond derrière toi. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est? Et derrière, Oui. bah, c'est un peu bah, c'est un peu la bibliothèque, bon, des livres que je lis. Et après, bon, ça, c'est des feuilles de signes, je fais des dessins. Et ça, c'était des dessins que j'ai fait en 2019. Et en fait, c'était comme... Bon, à ce moment-là, j'essayais de faire des mandalas, mais l'idée, c'est... Je n'ai pas voulu faire les mandalas traditionnels. Plutôt, j'imaginais des choses et je dessinais ce qui venait dans ma tête. Ok. Donc, ils ne sont pas très... Bah, on le regarde, ils ne sont pas exactement comme des mandalas, mais... Attends, je te montre par exemple ça. Tu vois, donc... Ah, chouette. ouais, mais C'est ça aussi. c'est vieux, quoi. On s'en fiche hein, de la temporalité des choses. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont intemporels, intemporels. Voilà. Bon, ben, merci à toutes et à tous d'être là. On va commencer à échanger avec Louis. Je vais d'abord vous présenter donc, le concept de ce live. Alors moi, donc, je suis Julia. J'ai créé donc, ma société qui s'appelle Julie Conseil. Je fais de l'accompagnement d'artistes et d'acteurs et d'actrices culturelles. Et donc, j'ai voulu lancer ces rencontres en live pour vous permettre de rencontrer des artistes que j'accompagne ou non, afin de pouvoir échanger avec eux en live. Vous voulez poser vos questions, c'est le bienvenu, elles sont les bienvenues. Moi, bien sûr, c'est un fil conducteur pour mener les échanges, mais n'hésitez pas à laisser des questions ou des remarques en commentaire si vous voulez rebondir et échanger avec Louis. Donc voilà, Trajectoire, c'est une série de rencontres avec des artistes. La dernière fois, c'était avec Charlotte Segara, pardon, qui est musicienne. Ce soir, c'est avec Luis Alejandro Cuellar, qui est photographe et qui va nous raconter son parcours. Et la prochaine fois, ce sera avec Romain Caillard, qui est chanteur et musicien. Voilà. Ça sera le 14 décembre. Maintenant, Louis, je vais dire un tout petit mot sur toi et puis après, comme ça, tu pourras développer beaucoup mieux que moi sur qui tu es et ton parcours. Mais juste en introduction, du coup, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a donc 2 ans maintenant, quand on a échangé pour le podcast qu'on avait fait ensemble pour Créer Alliance, Mhm, tu m'avais dit que tu étais donc un photographe qui aimait capturer la poésie dans le banal du quotidien des personnes. mhm. Euh, donc, tu es originaire de Colombie et tu es installé à Paris maintenant depuis environ 10 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, j'aimerais bien que tu nous reviennes en fait sur cette mission que tu t'es donnée de capturer la poésie dans le banal du quotidien des personnes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tu le vis toujours comme ça ou tu le définirais autrement, la manière de photographier les choses? Bon, en fait, ça, bon, il faut que je aille un peu quelques années avant parce qu'en fait, bon, quand j'ai commencé à faire la photographie, je faisais la photo de mode. Et je faisais ce genre de photos parce que dans ce moment-là, bah, c'était la manière, on va dire, de gagner l'argent, voilà. Mais un jour, j'avais compris avec l'idée d'un personnage que j'ai connu qui, en fait, si je voulais vraiment amener ma photographie à un autre niveau et avoir ma propre manière de voir, il fallait faire une chose qui me fascine. Et donc,
Et c'était pas facile, mais j'ai décidé d'arrêter la mode et j'ai recommencé vraiment à faire des photos qui me fascinent. Et ce qui me fascine, en fait, c'est les choses de tous les jours, et dans ma vie quotidienne ou dans la vie quotidienne des autres personnes ou bon, dans la rue, ben, ça n'importe où. Donc oui, je continue à le faire. Je le fais, bah, je sors presque chaque semaine, au moins un jour, où je me balade à Paris ou ici. Ou, bon, ça dépend. Je planifie rien en fait. Simplement, je me laisse aller faire des photos. Et parce que ça m'intéresse en fait. Ça m'intéresse. En fait, je trouve que en fait, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, il y a cette connexion avec l'âme de l'artiste. Bon, dans ce cas-là, avec mon âme. Et quand je vois ce genre de choses qui me frappent à l'âme, j'essaie de les capturer. C'est une manière de, je sais pas, de les prendre pour moi. Et voilà, je continue à les faire, oui. C'est une des choses qui me fait beaucoup. Je le fais pour le plaisir, en fait, parce que hum, je fais exposition avec ça. Et oui, bien sûr, ça s'est exposé dans des galeries, tout ça, mais c'est une chose qui n'est pas comme pensé comme un business, mais plutôt comme pour se faire plaisir. C'est ça. Ok. On y reviendra, mais là, j'aimerais bien t'emmener dans le passé, enfin, vous en Ouais. passé de Louis. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance et voilà, de ta première partie de vie donc en Colombie. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu dans quel milieu tu as grandi, tu as évolué? Est-ce qu'il y avait un lien avec la photographie ou pas du tout? Bon, moi, je suis né en Colombie, dans une ville qui s'appelle Popayán. C'est une ville dans le sud-ouest de la Colombie, dans les montagnes, 1800 mètres sous la mer, sur la mer, bon, dans la montagne, en hauteur. Et, et bon, ma famille, c'était une famille traditionnelle de cette époque-là. Il n'y avait pas de l'art dans la famille, en fait. Bon, c'était une famille traditionnelle. J'ai fait toute une formation traditionnelle. Euh, après, je me rappelle que d'enfant, j'avais des inquiétudes artistiques, oui, mais comme enfant, mais une fois que je suis grandi, j'ai fait vraiment la vie traditionnelle, normale. Et j'ai fini par étudier, par faire des études ingénieur industriel. Et bon, c'est des 5 ans d'études. Et après, j'ai commencé ma vie à travailler pour des boîtes de, 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 en premier moment, c'était des boîtes américaines comme Gillette ou Colgate. Et après, j'ai changé de boîte colombienne, mais j'ai fait En fait, ma vie en Colombie, c'était la vie la vie normale, quoi, la vie de boulot, comme vous disiez ici à Paris, boulot, dodo. Bon, voilà, c'est ce genre de truc. Et, comment? Métro, boulot, dodo, mais sauf que tu n'avais pas le métro. Voilà, métro, boulot, dodo. Mais bon, à Colombie, il n'y a pas de métro, mais on dira bus ou voiture, boulot, dodo. Et donc, non, dans ma famille, il n'y avait pas d'artistes, sauf ma sœur, mais elle est 10 ans moins âgée que moi. Mais bon, à cette époque, j'étais ingénieur, elle n'était pas encore artiste, en fait. Elle était dans les lycées. Bon, elle était encore pas dans sa carrière artistique, mais oui, après, elle a fait des études d'art et ben, elle est artiste. Mais le reste, non. Voilà. Elle fait quoi aujourd'hui, ta sœur? Ma sœur, elle est en train de finir un master d'art plastique ici à Paris. Bon, elle fait des arts visuels, de la vidéo. Et aussi, elle est très passionnée pour la musique électronique, donc elle est DJ aussi. Bon, elle commence petit à petit, hein. Il y a 2, 3 ans qu'elle a commencé à s'y mettre comme DJ. C'est drôle parce que du coup, il n'y en a aucun de vous deux qui a eu une éducation propice en fait au développement de projets artistiques dans l'absolu, c'est-à-dire un environnement assez éloigné. Et au final, vous vous êtes tous les deux dirigés vers ça. Oui, bon, elle a fait des études d'art en Colombie, effectivement, au moins, mais moi, non. Moi, en fait, c'est une chose que j'ai découvert il y a quelques années, en fait, parce que
Dès tout petit, si je reviens dans mon enfance, j'avais une attirance super proche des images. Et je me rappelle que ma mère me disait que quand j'étais petit, je ne lisais pas encore, 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Je me passais des heures en regardant des magazines ou des livres, comme si je lisais, mais je ne lisais pas. En fait, ce que je faisais, c'est que je regardais des photos, des images. Mais cette chose, bon, j'ai compris ça maintenant, en fait, quelques décennies après, parce que dès petit, j'avais cette attirance pour l'image, mais comme j'étais, en fait, ma ville, c'est une ville de naissance, c'est une ville très conservatrice, petite, très petite. Bon, petite pour Colombie. Et donc, le seul photographe qui me connaissait, c'était le photographe qui faisait les photos des anniversaires, des mariages. C'était un seul, deux photographes dans la ville. Et on n'imaginait jamais, dans cette espèce de culture un peu très conservatrice, d'avoir une carrière comme un photographe. Et donc, oui, ça m'est jamais arrivé de penser à devenir artiste à ce moment-là. Ok. Donc, du coup, tu t'es dirigé vers quelles études en fait, dans un premier temps? Ingénierie industrielle, comme j'étais ingénieur industriel, et je suis ingénieur. Mais bon, j'étais ingénieur maintenant, depuis 10 ans, je ne suis plus. Mais je suis ingénieur et j'ai travaillé, on va dire, en général dans le milieu de marketing et de vente, milieu commercial, on va dire comme ça. Est-ce que tu as l'impression que ça te sert aujourd'hui d'être passé par ces expériences-là? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, tout ce qu'on apprend dans la vie, ça nous sert à quelque chose, mais surtout, je le remarque, cette expérience, parce que j'ai fait 13, non, 12 ans d'expérience comme commercial. Et cette expérience me permet maintenant d'être à l'aise pour aller chercher des galeries, des clients, des gens. En fait, ça, c'est une chose ça, c'est une chose très commerciale. En fait, c'est une chose qui ne s'apprend pas dans l'université. Ça, il faut le faire. En fait, il faut se confronter avec quelqu'un, avec un client, avec quelqu'un en face de nous et se le faire plusieurs fois pour apprendre comment ça se fait. Oui, bien sûr, on peut faire des petites études pour savoir comment communiquer, tout ça, oui. Mais la vraie expérience, c'est ça. Donc, pour moi, appeler quelqu'un que je ne connais pas, oui, par exemple, un magazine ou quelques jours de clients comme ça que je ne connais pas, ce n'est pas un problème parce que je l'ai fait déjà plusieurs fois pendant 10 ans. Mais je sais que c'est pas facile parce que quand j'ai commencé à le faire, c'était très difficile en fait. C'est pas facile de prendre un téléphone et savoir quoi dire et à quel moment pour commencer une conversation qui peut aboutir à quelque chose. Mais oui, donc cette partie-là, oui. Et ça me sert, oui. Je continue à l'utiliser, pas tous les jours, mais souvent, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux personnes qui aujourd'hui n'ont pas eu la chance, on va dire, l'opportunité d'avoir ce genre d'expérience dans le passé et qui ont ces blocages-là? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour se lancer? Bon, la seule chose que je peux dire, en fait, il faut dépasser cette barrière mentale parce que c'est mental. Là, cette peur, c'est pas une chose qui existe vraiment, en fait. Et donc, il faut simplement oser faire les contacts. Bien sûr, avant, penser à quoi dire, pas une chose immense, en phrase, deux phrases concrètes, et pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on appelle ou pourquoi on contacte. Mais surtout, le plus important, c'est surmonter cette peur parce que le pire qui peut se passer, c'est que la personne dit, OK, non, moi, je suis pas intéressé, je suis occupé, ou pas maintenant, après. Et voilà. Mais on a peur d'être rejeté, en fait. C'est une peur psychologique à être rejeté. Mais le rejet, en fait, ça fait partie de la vie en général, mais surtout si on est un artiste, on doit être confronté à ça tout le temps. Euh, Parce que pas les rejets qui est commercial, mais aussi bah, on expose notre travail et des fois il y a des gens qui n'aiment pas, donc ils critiquent et ben voilà, ben ça fait partie. Donc comme artiste, il faut être à l'aise avec ce genre de rejets parce que sinon ben,
On ne peut pas vivre de ce que l'autre pense, en fait. On fait notre chose, on est sûr de nous, et si ça marche bien, et sinon, bah, next. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement. Ouais. Alors, on va revenir à ton travail en Colombie suite à tes études donc d'ingénieur. Mhm. Tu veux bien me raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi cette expérience-là et pourquoi tu as voulu en sortir à l'époque alors que tu ne savais même pas encore que tu voulais devenir photographe, c'est ça, hein? Mhm. Ouais. Donc, en fait, l'histoire, c'est que je voulais faire des études à l'extérieur, en fait. Et donc, je tentais de passer pour faire des études aux États-Unis, des études comment ça se dit en français? Bon, de relations publiques, voilà. C'était un master de relations publiques aux États-Unis. Donc, je me préparais super fort avec un professeur parce qu'aux États-Unis, pour entrer à l'université, il faut aussi passer à une chose qui s'appelle le GRE. C'est un examen national, donc qui est en partie mathématique, des choses un peu numériques et aussi en partie écrit. Donc, je me préparais, je bossais comme fou. Bon, en tout cas, je présentais l'examen, j'ai eu de bons résultats, sauf que comme c'était un master de relations publiques, la partie la plus importante, c'était la partie écrite en anglais. Et même, le professeur m'a dit, bon, pour ce master, ça a une note de 0 à 6, et il m'a demandé 5. Il m'a dit, avoir 5, même pour un anglophone, c'est très difficile. Et donc, je dis, bon, en tout cas, je vais tenter ma chance. Et quand j'ai eu les notes d'examen, finalement, j'ai eu 4. Et finalement, mais ils m'ont rejeté. Voilà. Ils m'ont dit non, bah oui. Ouais. En tout cas, ça m'a, comme je me préparé pour ça pendant beaucoup de mois, ça m'a touché beaucoup, ça m'a fait un peu psychologiquement, ça m'a fait une espèce de choc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter la pensée professionnelle et tous les trucs de carrière et tout ça. Je vais faire une chose que vraiment je voulais faire dans toute ma vie, mais que je n'ai jamais fait. C'est apprendre à faire des photos, mais manuellement. Mais je l'ai fait pour me détendre, en fait. Je ne pensais à rien, en fait. Donc, je fais un petit cours la nuit. En Colombie, on a l'option de faire des cours après le travail, dans la nuit, pour des choses comme ça, pour des hobbies ou pour des choses comme ça. À ce moment-là, c'était comme un hobby. Et donc, je fais ce cours et la première classe, avec les professeurs, ils commencent à parler, ils font des choses et immédiatement, je sens une chose dans mon cœur que je n'ai jamais senti dans ma vie. Comme, qu'est-ce que c'est ça? En fait, j'ai senti un coup de foudre à ce moment-là. C'est une chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Et le deuxième cours, la même chose. Et donc, je continue à faire des photos. Tous les week-ends, je commence à faire des photos, des photos, des photos. Je fais un deuxième cours, un troisième cours. Mais c'est des petits cours de 1, 2 mois. C'est des choses pour des amateurs. Et donc, je commence à avoir à l'intérieur de moi un espèce de choc entre, oui, la vie professionnelle, qui, on va dire, c'était déjà abouti, et c'était déjà, entre guillemets, tout bien dans tous les sens. Et cette passion qui j'ai découvert dedans moi, en fait. Parce que j'étais vraiment joyeux quand je faisais la photo. Quand je faisais l'ingénierie, c'était pas mal. Oui, c'était cool, c'était un bon travail, c'était super bien payé, oui, bien sûr, mais il n'y avait pas cette sensation intérieure. Et donc ça se passe comme ça et je commence à parler, bon, je commence à lire des livres de changement de vie, de carrière, et je vois des documentaires, et je rencontre des coachs pour oui, pour de l'orientation professionnelle, tout ça. Et, et un jour, après 3 ans, en fait, j'étais en train de regarder, il y a une vidéo que c'est très intéressant, c'est une vidéo de Steve Jobs il donne à l'université de Stanford. Et il parle pas de business, rien de ça, mais il parle de la vie. C'était un discours très intéressant, c'est comme un demi-heure, 45 minutes. Et à un moment donné, dans le discours, il dit une chose, c'était un dimanche, je me rappelle. Il dit une chose, il dit comment, il dit, chaque fois que en fait, une fois, il a lu une phrase qui dit que
que en fait, je ne sais pas exactement, je me rappelle exactement la phrase, mais l'idée c'est donc, un jour, si on pense qu'on va mourir, un jour on va être, on va voir ça va être vrai en fait. Un jour on va mourir. Donc pour lui, chaque fois, chaque matin, si elle sentait que la chose qu'elle allait faire juste après, il ne voulait pas la faire, et ça s'est passé pendant beaucoup de semaines, elle comprenait que c'est le moment de changer. Parce qu'il n'était pas content de ce qu'il faisait à ce moment-là. Donc, et à ce moment-là, quand j'écoutais cette phrase, ça a vraiment ouvert une chose dans moi. Et finalement, le lendemain, bon, le lundi prochain, je commence à chercher des cours, bon, des études de photographie professionnelle en Europe, parce que je ne voulais pas aller aux États-Unis encore. J'étais avant aux États-Unis, mais je ne voulais pas revenir. Et une fois que je vais trouver les écoles et tout ça, je parle avec mon boss, mon chef. Je lui dis, ben, je pars dans une année sabbatique, je termine. Lui, il me regardait comme si j'étais fou. Il me disait, tu es fou. Parce que j'ai jamais parlé de ça avec lui. Hein. Et voilà, et finalement, je prends la décision. Je vends tout ce que j'avais et j'arrive à Paris pour faire une école de photo. Donc, c'est ça l'histoire. Ok. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Ah oui, j'avais. Bon, la chose a commencé quand j'avais 32. Et je me suis décidé à changer de vie quand j'avais 35. Mais De le dire parce que il y en a beaucoup oui, qui disent que ouais. c'est trop tard parfois, tu vois. Non, il est jamais tard en fait. Surtout quand tu es vraiment connecté avec une chose qui est vraiment que te fait bouger le corps, quoi. Ouais, il est jamais tard. En fait, c'est mieux tard que jamais. Et, et oui, j'avais 35 ans. Oui. Ouais. Ok, merci pour ces informations qui sont extrêmement précieuses, je pense, pour toute personne qui se demande, mais j'ai envie de partir de mon job qui me pousse presque au burn-out. Qu'est-ce que je fais? Bah, ça, Non, si, j'y vais, quoi. si on est dans un job qui nous pousse à burn-out, c'est pas, c'est un signe, en fait. C'est pas notre procès, c'est pas être fait pour nous, en fait. Les choses, c'est qu'il il y a cette peur de qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais vivre, comment je vais gagner ma vie. Mais je reviens à ça, c'est une illusion, en fait, parce qu'une fois que tu connectes avec une chose que tu aimes, et tu commences vraiment à travailler sur ça et tu mets ton énergie sur ça, les choses commencent à arriver. Hein. Et, mais il a cette piège mental de penser que si je ne fais pas les jobs qu'il faut faire, je ne vais pas pouvoir vivre. Non, 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 c'est au contraire en fait. C'est à l'inverse. Il faut faire ce qu'on aime et les choses vont venir vers nous en fait. Même il c'est pas nécessaire de les chercher. Bon, je dis ça un peu, j'exagère un peu, mais une fois que c'est comme une énergie qu'on commence à faire bouger, 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 ça crée une boule. Une fois que la boule est d'une taille importante, les choses commencent à venir aussi. Hmm. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont, qui vont se dire oui, enfin, c'est facile à dire. Euh, Dans l'univers, il fait des choses pour nous, il n'y a rien à faire. Vous inquiétez pas, on va vous expliquer la suite. Euh, du coup, alors, si on reprend l'histoire, donc tu arrives en France, tu fais les études de photo. Comment ça se passe ces études? Est-ce que du coup c'est un peu professionnalisant? Tu commences à avoir de l'expérience, tu commences à mettre un pied dans le milieu tout de suite pendant les études? Ou tu es d'abord vraiment dans la théorie et la pratique, mais dans le cadre scolaire? Oui, donc, non, les premières années, en fait, c'était une année de études que j'ai fait et j'étais vraiment en fait, je me suis concentré pour vraiment apprendre le métier, en fait, la partie technique, hein, parce que dans l'école, on apprend la partie technique de la photo. Et après, ça c'est pas la photo, en fait, ça c'est la base. Mais la vraie photo, c'est apprendre après, en fait. Mais oui, j'étais avec les études, je profitais beaucoup. À l'école, il y avait des studios pour faire
toutes les semaines pour pratiquer avec des modèles, bon, tout ce qu'on voulait faire. Il y avait beaucoup de ressources en fait qu'on pouvait utiliser, donc je profitais de ça. Et bon, quand j'avais des économies que j'ai fait pendant 2 ans de ma vie, j'ai profité pour ne pas travailler en fait, pour vraiment me concentrer à. J'avais un peu d'argent pour rester cette année et sans avoir besoin de travailler, quoi. Et oui, c'était une super année. En plus, l'école, c'était une école internationale. Parce que je parlais pas le français, en fait, quand je suis arrivé en France. Je parlais que l'anglais et l'espagnol. Donc, j'ai fait mes études en anglais. Et c'était une expérience intéressante aussi parce qu'il y avait des gens de partout, tous les continents. Et, et bon, à Paris, donc c'était. Mais je suis revenu à mon époque d'étudiant, vraiment étudiant, oui, quand j'avais 20 ans, quoi. C'était comme ça. C'était une vie d'étudiant, ouais. Et à ce moment-là, du coup, tu as vécu une sorte de confirmation, d'alignement quand tu as commencé tes études. Tu t'es dit, oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Ah oui, 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 non, mais dès que j'ai commencé les études, j'étais comme dans un paradis. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais parce qu'en plus, bon, comme j'étais vraiment en train d'apprendre la photo, je ne pensais pas à travailler, à comment je vais gagner ma vie à ce moment-là, parce que je pouvais le faire. Et c'était vraiment comme être dans une bulle. Et tout était, bah, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'était vraiment déjà un programme sérieux de photographie professionnelle. Et en plus, bah, les copains de cours, c'était intéressant parce qu'eux aussi, c'était en train dans les mêmes ambiances que moi. Et non, non, je ne faisais que confirmer chaque jour et jusqu'à aujourd'hui que la photo, c'était la chose que je voulais, que c'était ma vraie passion, en fait, la chose que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et comment ça s'est passé au niveau changement culturel, du coup, entre la Colombie et la France quand tu es arrivé, l'adaptation à ce changement de culture, qui a, je pense, été aidé par le fait que tu sois dans une école internationale aussi, pour peut-être pas te sentir seule en décalage, mais avec les autres qui avaient leur changement culturel aussi. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, bon, cette première année, c'était comme je dis avant, c'était comme une boule parce que je parlais en anglais, j'étais qu'avec des personnes internationales. Je connaissais quelques Français parce qu'il y avait des Français aussi dans l'école. Mais je n'étais pas vraiment en contact avec la culture française à ce moment-là. Bon, avec Paris, bon, avec Paris, oui, en général, mais pas avec la culture française. C'était que les lendemain, les jours que je finis l'école et on fait la cérémonie de finalisation et tout ça, les lendemains, bon, le lendemain, oui, le lendemain que ça termine, c'est que je sors de cette boule et je me dis, ah merde, là, ça c'est sérieux. Il faut que je commence à voir comment je gagne ma vie. Et en plus, tous mes collègues de l'école, pas tous, mais 95% non, 98% d'entre eux, ils allaient partir de Paris. Et quand j'avais décidé de rester dans la ville, bah, j'allais rester, bah, pas tout seul, mais avec un, deux, trois potes qui sont restés et commencer à zéro encore une fois. Mm. Et, et donc, c'est à ce moment-là que je commence vraiment à avoir les contacts avec la culture française. Et, pour moi, je sais pas, c'était pas compliqué en fait. Bon, moi en Colombie, j'ai oublié de dire ça, j'étudiais dans une école qui s'appelait Colombo française, donc c'était une école colombienne. Mais je n'ai pas pris le français parce qu'en fait, l'école, quand j'étais en primaire, finalement, ils ont arrêté le français. Bon, donc, dès que j'étais les premières 3, 4 années de l'école, j'étais en contact avec des professeurs français, tout ça. Donc, je sais pas, peut-être c'était dans mon inconscient. Et, je sais pas, mais l'adaptation, c'était pas compliqué, hein. Et bon, après, je vivais à Bogotá, c'est une grande ville aussi, la dynamique c'est un peu similaire. Mais une chose qui c'est vraiment qui a changé, qui a changé, c'est qu'à Bogotá, je faisais le métro dodo boulot. Ici, je faisais pas ça en fait, parce que j'avais mon temps. Si on commence comme freelance, on décide qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas besoin
de faire les horaires traditionnels de travail. Et donc ça c'est un changement en fait, parce que ça, quand tu as le temps de décider comment tu fais ta journée, ça change beaucoup. Mm. Mais non, mon adaptation avec la ville, pour moi, il n'y a pas eu de problème. Hein. Il y a beaucoup, j'aime beaucoup Paris et non, ça a bien marché. Ok. Et donc par rapport à cet apprentissage de la photographie professionnelle, en fait, hors cadre scolaire, est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé une fois que tu es sortie de l'école et que tu as rencontré un mentor? Est-ce qu'il y a eu voilà, des personnes ressources comme ça sur ton chemin qui t'ont aidé, qui t'ont appris comment ça fonctionnait? Est-ce que tu as trouvé des petits boulots au début pour tâter le terrain? Oui, bon, si, à premier moment, j'ai commencé à zéro. J'avais encore des économies, mais je voyais comment bah, en plus, mes économies, c'était en pesos colombiens. Et les changements à euros, ça vraiment, bon. À cette époque-là, pour chaque peso, pour chaque euro, on payait 2500 pesos. Aujourd'hui, c'est 100 000, c'est le double. Mais bon, en tout cas, je savais que je devais vraiment rapidement commencer à trouver des manières de gagner ma vie. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est comme tout le monde commence à faire, c'est sur Internet, chercher des clients potentiels ou s'il y avait des jobs pour des photographes, ou voilà. Je te dis que les premiers 6 mois, c'était super stressant parce que c'était la première fois dans ma vie que je n'étais pas employé, qu'il fallait que je gagne ma vie. J'étais dans un pays que ce n'était pas le mien, je connaissais personne et je n'avais pas de contact, toi, parce que dans ton pays, toi, tu connais, tu sais pas, ton ami qui connaît quelqu'un qui peut te mettre en contact avec quelque chose, mais ici, je ne connaissais personne. J'étais un peu stressé, un peu, beaucoup. Et comme après 6 mois, ou si quelque chose comme ça, j'ai eu mon premier client de photographie. Et donc, c'était un client pour lequel je faisais des photos de touristes qui venaient à Paris et qui voulaient des photos dans la ville. Ça payait pas trop, mais bon, c'était un bon commencement en fait. Bon, ça a commencé. Et à côté, je commençais à faire des petits boulots aussi. Des petits boulots pour, oui, pour gagner l'argent, pour pouvoir continuer. Et aussi, bon, comme j'ai fait la mode, j'ai commencé à faire de travailler avec des équipes, des maquilleurs, des coiffeurs pour faire des éditoriaux, pour publier dans des magazines. Mais bon, ça ne paye pas, mais il fallait faire ça pour les portfolios, bon, tout ça. Et c'est dans tout ce délire de choses, de chercher comment vivre, de continuer à faire de la photo et tout ça, qui un jour, je me suis décidé de contacter un photographe que j'aime beaucoup et que je voulais assister en fait, parce que je me suis dit, être assistant d'un photographe qui en aime et qui est déjà un photographe confirmé, ça peut être intéressant. Je le contacte, finalement il me répond, il me donne rendez-vous. Et, et donc, il m'a dit que je l'apporte mon book photographique, mon portfolio. Et, et je savais déjà bon, il m'avait déjà qu'il n'y avait pas de place pour des assistants parce qu'il avait déjà deux, il n'avait pas besoin de plus. Mais bon, il m'a donné un rendez-vous. Et donc, j'arrive au rendez-vous, je lui donne mon portfolio, il le regarde tranquillement, page par page. Et après, il me le redonne et il me dit, bah, c'est une merde. Il me dit comme ça. Et il me dit, donne-moi encore le portfolio et commence à m'expliquer chaque photo, pourquoi. Et c'était tellement bon la rétroalimentation, le feedback, qu'à la fin, ça s'est passé comme 1 heure. Je me suis dit, merde, déjà j'ai appris beaucoup pendant 7 heures. En fait, 7 heures, c'était pour moi comme, je sais pas, 3 semaines de cours dans l'école de photo. Et donc, oui, bah, il m'a dit ça, mais je comprenais pourquoi. Et finalement, je lui ai dit, bon, merci. C'était un plaisir déjà. Merci pour m'avoir donné votre retour. Mais il me dit, vous savez, il y a quelque chose en vous, je veux vous aider. Donc, il me dit, on va faire une chose chaque mois.
vous me ramenez votre travail et on fait la même chose. Et je dis, c'est vrai? Il me dit, oui, oui, on fait la même chose. Donc, je commençais à faire ça. Ah, bon, ah oui, après, il m'a fait comprendre que si je continuais à faire de la mode, j'allais arriver à rien parce en fait, à cette époque-là, je faisais la mode pour la mode pas parce que ça me plaisait, en fait. Je ne photographiais pas une chose qui me fascinait. Je cherchais à gagner ma vie. Donc, j'étais en train de commettre une deuxième fois les mêmes erreurs. De vivre pour gagner la vie et pas vivre pour faire ce qui te fascine. Donc, il m'ouvre les yeux, je commence à faire des photos des rues. Donc, je sors dans la rue, je fais des photos, je l'amène des photos. Et chaque fois, c'était la même. Il est super critique, direct, mais avec critères, en fait. Et finalement, après 6, 7 mois, pour la première fois, elle m'a dit, voilà, tu as fait déjà ta première photo. Et oui, et donc c'était comme wow. Mais cette école avec lui, on continue à être des amis en fait. On est devenus des amis. Et ça m'a fait vraiment comprendre comme tous les arts, en fait, il faut faire ce qui nous fascine. Et c'est là où on va vraiment trouver la source artistique qui va faire revenir les ressources pour vivre. Donc oui, le mentor, c'était un personnage qui est encore très crucial dans ma formation ici. Oui, c'est ce qu'on appelle la zone de brillance. C'est là où on excelle. Exact. Et c'est l'endroit où vraiment tu as toutes tes capacités, tes valeurs qui viennent s'exprimer en fait. Et c'est ça la plus intense des créativités en fait. Exactement. Oui, c'est parce que quand on fait quelque chose qui nous fascine, on est vraiment connecté avec notre être intérieur, en fait. On est vraiment connecté à nous-mêmes. Et pas qu'à nous-mêmes, mais avec tout. Donc, je parle de la photographie, quand on est vraiment connecté, on réactionne aux choses à travers le cœur plutôt qu'à travers de mental. Le mental vient après pour la technique, mais dès qu'on fait des choses qui est vraiment liées à notre cœur, ça se voit dans le résultat final et ça touche les gens de certaine manière. Pas tout le monde, mais les gens, ça touche. Et ça imprime un signature qui appartient qu'à cette personne-là et que une autre personne ne peut pas la reproduire parce que c'est sa manière de voir. Et donc, et en plus, tu es heureux parce que tu fais des choses, tu ne te fatigues pas facilement, en fait, tu es beaucoup plus énergétique. Et, et ça, comme je disais avant, ça crée un boule d'énergie autour de toi et ça t'aide à continuer, mais aussi ça commence après à faire venir des choses vers toi. C'est comme une espèce d'imant, je ne sais pas comment dire ça en français, magnet. Oui, Voilà. ouais. Oui, en fait, ça te donne autant d'énergie que ça ne t'en prend. C'est cool, en fait. Oui, Mm. exactement. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle de santé mentale. Je sais que c'est un sujet qui te fascine autant que moi. Et tu m'as dit quelque chose que j'ai noté là dans mes notes de préparation. C'est notamment qu'il ne faut pas avoir peur de confronter ses peurs. Ah ouais. Comment est-ce que toi, tu es allé travailler sur tes peurs? Bon, ça, c'est une longue question, mais en fait, c'est Carl Jung, le psychanalyste, Carl Gustav Jung, et, qui a dit qu'en fait, c'est dans la peur qu'il faut aller pour vraiment trouver la solution aux choses, en fait. C'est derrière la peur qu'il a la porte qui va te donner vraiment les chemins pour vraiment évoluer. Et, et de premier moment, je ne comprenais ça. Quand j'ai fait la décision de changer de vie en 2012, je ne comprenais pas ça, mais aujourd'hui, je vois pourquoi je l'ai fait, en fait. Parce que j'aimais ça, mais la peur était immense. Mais immense, c'est vraiment... je l'ai fait parce que
il y avait une chose intérieure, une force intérieure que je ne peux pas t'expliquer, que c'était plus fort que la peur, en fait. Et donc, et petit à petit, dans ma carrière, je vois que ça se fait comme ça, en fait. C'est à travers de la c'est à travers d'identifier qu'est-ce qui nous fait peur ça c'est un signal en fait. S'il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est là où il faut aller en fait. C'est là où il faut creuser, c'est là où il faut vraiment s'y mettre. Et, et donc, la dernière chose qui m'est arrivée, c'était bon, quand je finissais, après je faisais des études d'art plastique ici en France, et quand je finissais les études pour faire mon mémoire d'art plastique, j'ai contacté un psychanalyste jungien et qui m'a fait, en fait, je l'ai contacté parce que j'ai lu un article d'elle, un article scientifique sur l'art, qui m'a intéressé, qui allait bien pour le thème de mon mémoire. Et finalement, je la contacte et ce qu'on a fait, c'est on a fait des séances de psychanalyse jungien, ouais, voilà, jungien, mais pas directement avec moi comme personne, mais à travers de mes photos, parce que c'était ça en fait qui m'a attiré l'attention d'elle, c'est qu'elle fait des analyses des artistes à travers leur œuvre. Et donc, pendant cette analyse, j'avais compris que il a bon, aussi, ça c'est une terminologie jungienne, il y a une chose qui s'appelle l'anima. Bueno, l'anima et l'animus. L'anima, c'est l'archétype de qualité féminin dans l'homme, et l'animus, c'est l'archétype de qualité masculin dans la femme. Bon, j'avais compris, j'ai fait presque 45 heures de psychanalyse, hein. C'était pas une séance, hein. C'était vraiment intense. Et j'avais compris que j'étais en train de connecter avec mon anima à travers mon art, parce que l'intuition et l'art et toutes ces choses sont liées à la partie féminine de l'homme. Bon, je parle comme homme parce que je suis homme. Mais cette connexion s'était encore un peu dévitalisée. Et j'avais peur j'ai compris que j'avais peur de la revitaliser en plus. Donc, parce que je sais pas comment expliquer, mais il y avait un peur. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire un projet qui est lié avec mon anima. Et donc, je commençais à faire, à photographier, et je continue à le faire. C'est un projet qui continue, qui n'est pas fini, où je photographie des femmes qui ont une qualité qui m'intéresse, parce que ça, c'est une réflexion de mon anima. Donc, par exemple, je photographie des chanteuses qui ont une voix qui me dit quelque chose, des astrologues, des photographies des comédiennes, des artistes en général. Et donc, c'est en faisant ça que je ne dis pas qu'elles sont mon anima, mais en faisant l'art et en entrant en relation avec ces genres de femmes qui ont une caractéristique qui résonne avec mon anima, c'est une manière de rentrer dans cette peur de cet anima qui n'était pas vitalisé et qu'il fallait revitaliser. Et, et donc, c'est une manière que j'ai utilisée pour me rapprocher d'elle, en fait, à travers de la photographie. Et voilà. Donc, en général, la peur, pour moi, aujourd'hui, la peur, c'est un indice. En fait, si j'ai peur à quelque chose, maintenant, je commence à me demander et à sentir pourquoi. Parce que si j'ai peur à quelque chose, c'est parce que dans moi, il y a quelque chose que je dois résoudre. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment important en tout cas, d'aller se confronter à la peur, comme on disait, pour voir quel est le cadeau caché derrière, presque, en fait. Exactement, ouais. Mm. Mm. Alors, je sais que pendant cette psychanalyse, vous avez aussi parlé de ton rapport à la lumière. Est-ce que tu veux nous en parler? Et aussi, quel est le lien entre la lumière et ton enfance? Oui, donc en fait, là, j'avais compris, en fait, pourquoi je faisais la photo. Et, parce que, et en plus, pourquoi les genres de lumière que j'utilise dans mes photos, en général, tous les photographes, nous avons un genre de lumière qu'on aime.
Mais ce genre de lumière, en fait, que j'utilise, c'est une lumière qui est liée à la lumière que j'avais dans les patios de ma maison quand j'étais petit. Et ce patio était pour moi comme un paradis. Et il y a un terme aussi en psychologie jungienne qui s'appelle le paradis perdu, qu'en fait, ça peut être un lieu, ça peut être un moment, ça peut être quelque chose. Mais dans mon cas, c'était ce patio. Et parce que dans ce patio, je jouais, j'étais moi-même en fait. J'étais vraiment l'être que sans tous les brouillards, je ne sais pas comment dire, toute l'influence du système qui nous entoure. Là, j'étais vraiment moi. Et cette patio a une lumière très spéciale, qui est une lumière orangée, un peu. Bah, en fait, le patio, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait la lumière toute la journée, en fait. Et la lumière tournait autour du patio. C'est un patio carré, comme les patios espagnols traditionnels. Et donc, la photo, c'est une manière de me rapprocher de ce paradis que j'avais perdu quand j'avais 10 ans, parce qu'en fait, on a dû déménager de cette maison parce que il a eu un tremblement de terre, oui, un tremblement de terre en Colombie, et la maison s'est abîmée. Bon, pour différentes choses, on a dû partir quelques années après ça. Et, mais j'ai gardé toute une nostalgie de cet endroit, même quand on était parti, la maison a resté abandonnée, on va dire comme ça, un peu, quelques années. Après, ils ont vendu la maison. Mais je me rappelle que je revenais déjà adolescent dans cette maison pour rester là seul. Je sais pas, il y avait quelque chose. Et restais dans ce patio là. Je rentrais dans la maison, je restais là, je restais une heure, 2 heures, je sais pas, je restais là. Mais c'était la lumière, en fait. C'était la lumière qui était liée à cet endroit. Et donc, c'est, la photographie, c'est la manière de revenir et de connecter avec cet être qui était moi-même, mais qui était le vrai être quand j'étais petit. Et c'est un jeu, mais c'est un jeu de lumière, mais c'est la manière d'illuminer aussi de récupérer un peu ce paradis perdu qui maintenant, à travers la photo, je l'ai avec moi. Je dirais du coup que c'est aussi beaucoup ton enfant intérieur qui s'exprime à travers la photographie. Oui, bah, oui, l'enfant intérieur, en fait, c'est la partie de nous qui aime jouer, qui aime, pas, qui aime, oui, qui aime jouer. Et pour moi, la photo, c'est une manière de jouer, en fait. Moi, je ne me sens pas en train de faire une chose super sérieuse, comme quand j'étais ingénieur, quoi. Super sérieux, super formel, non, non. Bien sûr que s'il y a un client, tout est professionnel, hein, mais je sens que je joue. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment comme si je joue, mais et c'était pas la même sensation quand j'étais ingénieur. Et oui, je pense que c'est mon enfant intérieur qui prend comment ça s'appelle, Le bon, contrôle, le le volant. contrôle. Les volants, voilà, les volants. Les volants au moment où je vraiment me connecte pour faire des photos. Hmm. Donc tu regardes la vie avec le regard d'un enfant, tu dirais? Oui, ben, en fait, il faut s'émerveiller de chaque petite chose. Il faut, il faut, il faut tous les jours laisser cette partie de ce petit enfant, le laisser sortir pour que se connecte avec la vie, parce que c'est la manière de aussi être heureux, en fait. Ça ne veut dire pas qu'on est immature, ça c'est une autre chose, mais c'est cet petit enfant qui est notre être, on va dire, plus profond. Et à travers là, on a la chance de pouvoir le faire sortir tous les jours, quoi. À travers de l'ingénierie, c'est plus difficile, c'est pas impossible, parce qu'on peut profiter, on peut faire des choses, mais à travers là, on n'a pas de limite, en fait. On peut faire, si on fait notre travail personnel, on peut faire ce qu'on sent que c'est bien à ce moment-là pour nous. Après, le résultat peut être bien ou pas, mais au moins on joue à quelque chose. Alors je sais que tout ça, tu l'as écrit, tu l'as mis en page avec des photos qui accompagnent. Oui. Tu peux nous Mm. faire un petit mot dessus. Donc, l'histoire, c'est que je devrais faire une mémoire. J'ai commencé à faire les mémoires, mais je ne pouvais pas, en fait. C'était,
je sais pas, je pouvais pas écrire une chose qui n'a pas d'âme. Désolé, mais la plupart des mémoires, des fois, je parle de autres personnes, mais en général, cette cadre académique, ça enlève l'âme de ce qu'on écrit. Bon. En tout cas, je demandais à ma directrice de mémoire si je pouvais l'écrire de manière narrative. Elle m'a dit oui, ok. Et une fois qu'elle m'a dit oui, tu peux l'écrire de manière narrative, je commençais à écrire les mémoires, mais en fait, à la fin, ce que j'ai fini pour écrire, c'est une histoire, en fait. J'écris une histoire. Et c'est une histoire qui est inspirée de ma vie, mais c'est pas, je parle pas de moi, il y a un personnage qui s'appelle Hano, Hano ou Janus en français, qui en fait, j'ai mis le nom de... Bon, c'est une histoire, l'histoire en général, c'est un petit magicien qui est un apprenti de magie, qui veut vraiment devenir magicienne. Et donc, tout son parcours pour le devenir. Et tout ce qui se passe au milieu, dans sa vie. Bon. Et après, pour le nom de Hano ou Janus, je cherchais à mettre un nom lié avec mon nom, mais pas direct. Et je cherchais un jour sur Internet comment on peut appeler, mon deuxième nom c'est Alejandro, comment on pourrait dire Alejandro d'une manière différente. Et je trouve que Alejandro, c'était dans certains pays, des fois, il l'appelle comme Hano aussi. Et donc, je vais dire Hano. Mais la truc impressionnant, c'est qu'après, quand j'ai fini d'écrire le mémoire, bon, le livre, et je découvre que Hano, en fait, c'était un dieu romain, qui c'était le dieu de deux visages, qui sont un visage qui va d'un côté et de l'autre, que c'est le dieu qui ouvre les portes pour la nouvelle année. En fait, c'est Hano, janvier, en fait, vient de Hano. Et donc, c'est comme un nouvel recommencement de la signification de nouvel recommencement des choses. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que ce livre, c'est sur ça, en fait. c'est sur ça. Et bon, et le livre s'appelle Hano, la quête de la lumière, en fait. Et bon, je n'ai pas encore, bon, le livre, il est en mise en page, il a toutes les concessions déjà faites. Et, mais je suis en train de chercher pour voir comment je vais le publier. Il est en français, mais je le traduis aussi à l'espagnol. Et voilà, on verra. Donc à la fin, je n'ai pas écrit un mémoire, j'ai écrit un livre. Et les jurys n'étaient pas trop contents. Mais bon, je passais les masters, c'est n'importe quoi. Il n'était pas très content parce que j'ai sauté toutes les règles académiques, on va dire. Mais bon, il faut... En fait, j'avais déjà fait un mémoire comme ingénieur. Je ne l'ai pas fait un deuxième de la même manière. Je voulais vraiment jouer. Et voilà. Oui, et puis tu es allé jusqu'au bout de tes envies, tu les as exprimées, on t'a laissé libre cours à ça. Donc, c'est la preuve qu'en fait, parfois, il suffit de demander pour avoir le droit de faire. Ouais. Ouais, oui. Après, comme je t'ai dit, les jurys, parce que bon, la directrice n'a pas lu les mémoires qui est 15 jours avant la présentation. Et donc, bon, j'étais un peu surprise parce que je n'avais pas compris. En fait, moi, mon idée, et je l'avais écrit dans la mémoire, parce qu'en fait, le livre final, c'est pas exactement comme la mémoire. Du livre, j'ai enlevé toute la partie, on va dire, la partie académique que j'avais mis pour laisser que l'histoire. Mais mon idée, c'était que les mémoires deviennent l'œuvre d'art, en fait, pour le master d'art. Et ils sont pas compris trop, et ils s'aimaient pas trop, mais bon, on s'en fout. Le plus important, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Exactement, ça rejoint tout ce qu'on vient de dire depuis le début des échanges. Et tu veux boire un petit coup peut-être? Tu parles beaucoup. Non, non, non. En fait, je le livre ici. Je Ah, peux te montrer. Il est là, c'est ça. super. Donc, est-ce que tu veux bien l'ouvrir, montrer comment il est fait Oui, c'est un livre. Bon, il a des parties écrites et des parties photographiques. Non, il a des parties écrites comme un livre normal, mais d'un moment à l'autre, ça passe. Il y a une relation avec des photos, donc ça passe à des parties où il y a des photographies. C'est difficile de la montrer ici, mais voilà. Par exemple, là, attends, je montre.
Et là, par exemple, ça commence un chapitre comme ça, et après on passe, il y a l'écriture, il y a les photos, et après on passe une autre photo comme ça. Donc, bon, oui, la photo mélangée avec l'écriture, mais les photos sont liées à l'histoire, en fait. Je n'ai pas fait les photos pour l'histoire, les photos étaient déjà faites, mais comme l'histoire est liée à ce chemin du magicien, du petit magicien. Donc, et à la fin, il est en relation, c'est ça, en fait. Il y a Et, Marie qui te dit, moi j'adore cette idée de mémoire complètement anti-académique, bravo. bon, merci Marine. Oui, bah, c'était un master d'art plastique et je me suis dit, il faut être original, quoi. Bah, pas original, mais il faut faire de l'art. Mais bon, apparemment, le canon académique, il a un formatage, je comprends. Mais je pense que moi, si je serais prof et un élève fait quelque chose comme ça, je serais en plus très content parce que ouais, cette personne a fait une chose qui sort de son corps. Et l'art, c'est ça, en fait. L'art, c'est pas. En fait, ça commence ici. Après, bien sûr, il faut utiliser le mental, mais ça commence ici. Donc, oui, merci, Marine. Oui, puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'au final, aujourd'hui, tu as envie d'en faire quelque chose. C'est pas juste le mémoire de fin d'études. Oui, exactement, c'était ça. Et, bah, quand j'ai fini les maths, quand j'étais en train d'écrire ça, j'avais 43 ans. Je n'étais pas un adolescent de 20 ans. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas dépenser 6 mois de ma vie en train d'écrire une chose qui je vais pas, euh, comment dire, que je ne vais pas être heureux de le faire, en fait, il faut le faire pour le faire. Donc, je me suis dit, ben, je fais une chose qui, à la fin, a mon corps dedans et que peut-être après, ça peut venir aussi à notre chemin artistique, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai découvert, c'est que j'aime bien aussi, j'aime bien écrire depuis que je suis adolescent, j'écris des choses, mais j'ai jamais écrit une histoire, c'est la première fois que je le fais, mais j'aime bien ce mélange écriture-photo, et comment ça s'appelle, oui, c'est un concept que je vais continuer à faire. Et raconter une histoire liée à des photos, mais la manière de faire, c'est différent parce qu'en fait, je suis en train déjà de commencer à faire un deuxième livre, mais je le fais au contraire, en fait. En première, je fais les photos, et c'est ça que je fais maintenant, les photos, je fais les photos, et après, l'histoire arrivera après. Mais l'histoire n'est pas une histoire, je ne sais pas comment, il faut lire le livre, mais l'histoire n'est pas liée directement aux photos, mais les photos, il y a un danse entre les photos et l'écriture. Donc, oui, j'ai découvert un dispositif, on va dire, que j'aime bien. Donc, voilà. Bah, on t'encourage à ce que ça se concrétise, se matérialise, en tout cas, plusieurs exemplaires. Et comment on saura le jour où c'est disponible? Tu nous informeras sur Instagram? Oui, oui, je les informerai. Bah, c'est un procès. Je suis je suis nouveau dans ce milieu des livres. Donc, j'apprends des choses. Et il faut avoir beaucoup de patience. Et bon, moi, je ne suis pas pressé, en fait. Je sais que le livre sortira au moment où il doit sortir, en fait. Tout est dans son temps parfait, quoi. Et, et donc, oui, le jour où je arriverai à le publier, soit à travers une éditoriale, ou soit moi-même, bah, oui, je vous informerai sur les réseaux, oui, bien sûr. Super. On arrive bientôt à la fin de notre heure de discussion. C'est passé super vite. Ah Euh, oui, déjà une heure, ok. J'aimerais bien maintenant que tu nous parles de projets que tu as fait, où tu as été payé, où tu t'es vraiment éclaté, où tu te dis je suis payé pour faire ça et vraiment je me dis que j'ai pris la bonne décision de devenir photographe. Bon, il y a deux choses qui sont différentes. La première, c'est bon, les expositions que j'ai fait dans des galeries. Ça, c'est vraiment la dernière que j'ai fait cette année. Je n'ai pas fait pas d'exposition, mais l'année dernière, j'ai fait
une exposition. C'était ma première exposition solo dans une galerie. Et c'était autour de l'idée de Paradis perdu. Et, et c'était super de la préparation avec la galerie, bueno, tout ça, et pouvoir te sobre dans un espace avec toute l'énergie. Bon, c'est un travail d'équipe aussi avec la galerie. Et arriver à vendre des photos et pouvoir gagner un peu d'argent sur ça, c'est vraiment comme... Bah, moi, je le voyais un peu comme... c'est comme bah, je sais que c'est normal, mais j'ai jamais pensé, quand j'étais ingénieur, à arriver à pouvoir gagner un peu la vie de ce genre de choses. Et, donc ça, c'est une des choses que j'aime bien de ces expositions. Et dernièrement, bon, j'ai un client pour lequel je fais de la photo événementielle. Mais c'est un client qui est super... c'est pour ça que je dis que des fois, quand tu commences à créer cette boule d'énergie autour de toi, les choses arrivent. Bon, le client est arrivé vers moi. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. J'ai fait quelques photos événementielles avant, mais ce n'était pas mon spécialisation, la chose que je fais le plus. Mais bon, il m'a contacté parce qu'il aimait ce que je faisais. Et, mais il m'a laissé complètement libre de faire comme je veux. Et donc, c'était la première fois que j'ai bossé avec eux. J'ai déjà bossé avec eux 3 fois. Et c'était l'année dernière, non, c'était 2021, oui, l'été 2021. Ils me laissaient faire comme je voulais. C'était un événement d'une semaine où il y avait différentes choses à faire. Mais comme c'était des événements où les gens bougeaient, allaient d'une lieu à l'autre, des cocktails, des choses, donc c'était comme faire de la photo de rue, mais avec des gens dans un endroit. Et il me laissait faire comme je voulais. Je n'avais aucune contrainte, aucune indication. Il faut, voilà, donc ça. Et j'étais très bien payé. Je veux dire que non. C'est un client, c'est pas un client français, c'est un client des États-Unis en plus. Et, mais j'étais bien payé et le plus important, c'est qu'il me laissait faire comme je voulais, quoi. Et, euh, et bon, ils sont revenus après 2 fois en plus, donc la chose a passé bien. Et surtout, voir que les gens ont confiance à ce que tu fais, à ta manière de regarder, à ta manière oui, de faire la photographie, ça c'est une confirmation en fait que tu es dans le bon chemin. Je dis pas que je suis je suis dans les commencements parce que en carrière d'artiste qui disons comme artiste, c'est un peu encore adolescent quoi. Mais ça te confirme que ce que tu fais, bah, il y a des choses qui l'aiment, qui sont disponibles à payer pour ça, et à payer bien, quoi. Super. Bon, bah, merci Louise pour tous ces partages. J'espère Merci à toi. inspirer les personnes ici présentes. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'était très riche et bon, il y a encore plein de choses à dire, évidemment, hein, mais s'il y a des questions, je pense que tu es OK pour que les personnes te contactent directement voilà, pour échanger et faire des nouvelles rencontres. Je sais que tu aimes ça aussi. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, j'aime bien ça. Et la photo, c'est une espèce de clé aussi, ça ouvre des portes avec des autres, pour connaître des gens différents. Et oui, bien sûr, avec grand plaisir. Super. Et donc, du coup, alors, ton compte Instagram, c'est Ella, CUE2LR. Voilà, Et la regarde. Mhm. Ella Coyal. Donc, on peut te suivre sur Instagram. Tu as un site internet aussi. Oui, c'est le même. Et laquayat.com. Voilà. Et puis après, bah, si on veut te contacter en MP ou via Un ton... peu, oui, ou il a aussi, dans mon site web, il a mon email et mon téléphone. Bon, Ok, super. voilà. T'es généreux en contact. Bah, il faut laisser les portes ouvertes. Mm. Merci pour tout, en tout cas, c'était vraiment très intéressant et bah, j'espère que tu as passé un bon moment, toi aussi. Non, merci à toi pour m'avoir invité. C'était super. C'est la première fois que je fais une chose comme ça. Et La première d'une longue série d'interviews. oui, oui. Et c'était très intéressant. Et merci pour ta bonne énergie, pour les bonnes ambiances.
Et voilà. Et bon, quand tu veux, on refait une autre. Bon, c'est avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais conclure cette rencontre en vous informant que le prochain épisode de Trajectoire aura lieu donc le 14 décembre à 19 heures aussi, avec Romain Caillard, chanteur et musicien. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre intérêt, pour votre présence, pour les personnes qui sont passées et les personnes qui nous regardent en replay aussi. Merci Raphaël pour ton message, formidable moment. Merci, Raphaël. Avec grand plaisir. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Raphaël, présent, a créé un site internet qui s'appelle Musée Anima, qui va bientôt héberger les podcasts de Trajectoire. Ah, ok, Voilà. super. Comment Donc, s'appelle? Musée Anima. Musée Anima, ouais. Ok, Je communiquerai dessus aussi sur les réseaux. très bien. Ah, et une dernière chose aussi. J'aime Oui. beaucoup ton filtre, ton... C'est très, oui, très énergétique. Ah oui. Ah ben oui, hein, c'est parce que je suis un peu une sorcière. Euh, Bah, j'aime beaucoup les sorcières. je m'en doutais. Ouais. Bon, bah, on va vous souhaiter une très bonne soirée à toutes et tous ou une très bonne journée en fonction de quand vous regarderez le replay si vous le regardez. Merci Louis. Ah, merci à tout le monde et merci Julie. À Ciao.